bonsoir. Donc, ça sera assez acrobatique pour l'animation. Donc, la première. Et vous me ferez signe? Merci, parce que là, du coup... donc en fait, voilà, je suis océanographe au CNRS, j'ai cette chance et je travaille exclusivement sur les courants en Méditerranée, donc les déplacements des masses d'eau. Et en fait, je viens ici pour faire un peu mon marché, comme je vais vous l'expliquer. Voilà, donc next. Donc next aussi. Donc, d'accord, ok. Alors, voici la planète Terre qui aurait dû s'appeler la planète bleue, la planète mer. Et donc, dedans, il y a là-haut 1% de cet océan global qui est la Grande Bleue. Alors, la Grande Bleue, c'est pas parce qu'on est des Méditerranéens, hein, c'est aussi parce qu'elle a tout d'un vrai océan et c'est vraiment un océan miniature comme on va pouvoir le voir. Next, par la suite. Next, et encore, comme ça j'ai tout, encore, Parfait. Donc en fait, la configuration de la Méditerranée, c'est très particulier. Là, vous avez à l'échelle avec cette image satellitaire et vous voyez qu'elle ne communique avec l'océan ouvert, qui est l'océan Atlantique en l'occurrence, que par une minuscule ouverture qui est le détroit de Gibraltar, à peine 15 km de long, pour une profondeur de 300 mètres. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment une mer semi-fermée et ça va lui conférer des caractéristiques très particulières, d'autant qu'elle a au nord un climat tempéré à méditerranéen, c'est-à-dire avec des étés chauds et secs, et qu'en bas, c'est carrément au sud désertique. Moralité, next. Il va y avoir une évaporation intense. Et cette évaporation ne sera pas compensée par les apports d'eau douce qui pourraient venir des fleuves ou qui pourraient venir aussi des pluies. Et on estime, c'est pas moi qui ai fait les calculs, hein, mais les calculs montrent que la perte d'eau serait équivalente à une baisse du niveau de la mer de 50 cm à 1 mètre d'eau par an. Next. Donc, coup de chance, c'est pas ce qui arrive. En tout cas actuellement, c'est pas ce qu'on observe. Et la solution, next, eh bien, c'est qu'il entre par de l'eau atlantique, en fait, au niveau de Gibraltar, comme on le voit ici et comme c'est très net sur l'image du haut. Next. Il rentre, en fait, 1 million de mètres cubes par seconde à Gibraltar en surface d'eau atlantique, qui va donc rentrer en Méditerranée. Et donc c'est ça qui permet d'avoir en ce moment la chance d'avoir toujours la plage au même niveau. Ça va simplifier quand même la tâche des gens qui planifient le littoral et dans tous les travaux marins. Et next. Et donc en fait, cette eau atlantique qui rentre à Gibraltar, elle est moins salée, elle a à peu près 36 grammes de sel pour 1 litre d'eau, alors que les eaux méditerranéennes sont à 38-39. Donc tout comme l'huile va rester au-dessus de l'eau, eh bien en fait cette eau plus légère, donc eau atlantique, elle va déterminer la circulation de surface, c'est-à-dire les courants de surface en Méditerranée. Et c'est ce qu'on va voir donc par la suite. Voilà, donc en fait, les cartes d'avant, c'était des traits continus qui suivaient bien, à cause de la rotation de la Terre, le courant doit suivre et longer la côte à sa droite. Donc il aurait dû se déplacer comme ça. Et là, vous voyez sur les résultats de cette simulation qu'en fait, ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle fait, la lame d'eau, en fait, atlantique, elle est instable. Et du coup, elle va dégénérer en méandre et en tourbillon, c'est ce que vous voyez. Donc au lieu de faire ça, ce qu'elle va faire, puisque je n'ai pas de truc, c'est elle va déplacer sous forme de tourbillon, elle va faire ça, quoi. Donc elle prendra plus de temps et elle va beaucoup mélanger. Et vous voyez que ça va nous compliquer la vie extrêmement. Donc vous avez ce qu'on appelait du coup le courant algérien, le courant libyen. Par contre, dans les parties nord, c'est beaucoup plus régulier. Mais toute ressemblance ou similitude avec une situation géopolitique est parfaitement fortuite. Hein. Next. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ici, c'est une vraie image des températures de surface. On est entre les Baléares, vous avez le carton là-haut, entre les Baléares, la Sardaigne et l'Algérie. Et vous voyez qu'en fait, la surface montre que des tourbillons qui sont imbriqués les uns dans les autres. Next. Et nous, on a donc travaillé sur ce tourbillon. Donc la plupart des tourbillons sont ceux qui vont vivre longtemps, 100-150 km de diamètre, plusieurs mois, voire 3 ans. Ils sont tous anticycloniques et tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà les courants que nous avons mesurés en traversant ce tourbillon-là. Et vous voyez que localement, donc le courant moyen, il va bien vers l'est, mais localement et temporairement, puisque c'est un tourbillon qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, vous avez un courant qui est en sens inverse du courant moyen. Et ici, on a bien un courant qui va vers l'ouest. Donc si vous demandez à un expert quel est le courant dans les parties sud, il vous dira, dites-moi d'abord où sont les tourbillons et je vous dirai quel est le courant. Parce que vous voyez que le courant peut prendre 360 degrés de direction et si vous n'avez pas la position du tourbillon, vous ne savez pas et vous ne savez pas quel est le courant. Et les courants associés, c'est 1 de 50 cm par seconde, voire plus. Hein. Donc c'est vraiment, quand on le prend par le travers, on a eu des ferries qui étaient déportés parce que leur nave n'était pas compensée. Quoi. Next.
Bon, dans le nord, donc on a plus de chance, c'est quand même moins compliqué. Voilà la situation. Donc c'est ce qui s'appelait le courant ligure. Puis après, quand entre Villefranche et Marseille, ils ont parlé, ils ont appelé ça le courant liguro-provençal. Puis ils ont parlé avec les Catalans. C'est devenu le courant liguro-provençaux-catalan. On a parlé avec les collègues de Valence et on a dit ça s'appellera le courant nord. Voilà. Donc maintenant, ça s'appelle le courant nord. Et là, c'est quelque chose quand même qui est beaucoup plus régulier. Vous voyez ici, ce sont des trajectoires de bouées dérivantes qui montrent très clairement que, grosso modo, si vous faites un pari que vous allez rejoindre, par exemple, à La Palme, de Nice à Marseille, faites-le dans le sens Nice-Marseille et pas l'inverse. Nice-Marseille, vous attendez, vous croisez les Palmes et vous attendez, vous arriverez à Marseille. L'inverse, c'est pas vrai, quoi. Next. Donc voilà maintenant à quoi ressemblent les cartes de courant, c'est-à-dire il faut en fait déconnecter les flux d'eau entrantes des flux d'eau qui sortent. Et la déconnexion se fait sous la forme de ces tourbillons, voilà, qui vont errer dans le bassin jusqu'à 3 ans. On n'a rien à envier au Gulf Stream, hein, c'est les mêmes échelles à peu près. Et donc, par contre, effectivement, c'est 2 boucles cycloniques en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, c'est très compliqué. Donc, ça nous assure des années de recherche et c'est parfait comme ça. Next. Alors, comme vous le savez, comme on vient de le voir en ce moment, donc on a un cycle saisonnier qui est très marqué dans les parties nord avec des vents continentaux qui sont très froids et très secs. Next. Et donc ces vents froids et secs vont être à l'origine de ces phénomènes, d'un phénomène de convection, parce que étant très froids, ils vont faire diminuer la température, ce qui augmente la densité, mais ils vont aussi être très secs, ce qui fait que ça va augmenter l'évaporation. Et donc du coup, le sel va rester, mais l'eau part. Donc du coup, la densité est tellement forte de l'eau de surface qu'au bout d'un moment, cette eau va plonger. Et elle est capable de plonger jusqu'au fond, en les bonnes années, entre guillemets. Ça veut dire qu'on a une météo pourrie. Et c'est donc la Méditerranée, elle est vraiment comme un océan global et elle va transformer les eaux qui rentrent, qui sont les eaux atlantiques légères, en eaux méditerranéennes intermédiaires et profondes. Next. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est une image d'artiste. Hein. Mais donc, ça permet d'amener des sels nutritifs vers la surface avec ces convections. Donc, ça, ce sont des mouvements verticaux. Ça permet surtout aussi d'avoir de l'oxygène au fond. Une spécificité de la Méditerranée, c'est que la température au fond, elle est à 13 degrés, donc on n'en profite pas trop en plongée. Mais l'importance de la salinité sur la densité, elle est telle que l'eau va couler avant d'être refroidie. Donc, en Méditerranée, s'il y a des problèmes de fuite d'hydrocarbures, ils ne seront jamais solides. À 13 degrés, c'est jamais solide. C'est une caractéristique qui est importante à noter, quoi, hein. Donc, la prochaine. Donc voilà pourquoi c'est un océan réduit. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline ou conveyor belt, le tapis roulant. Hein. Il y a des eaux profondes, il y a des eaux de surface qui vont plonger, qui remonteront après. Et donc on circule comme ça avec donc les eaux profondes vont rester dans le fond du bassin jusqu'à ce que des eaux plus denses soient formées. Du coup, ça les remontera. Et in fine, elles ressortiront à Gibraltar. Donc les temps de résidence moyens, c'est une centaine d'années à peu près. Next. Alors, l'effet du changement climatique, c'est très clair. Là, on est dans le golfe du Lion, on est sur le fond à 2300 mètres. Ce sont des séries temporelles de température, salinité qui ont été donc obtenues sur 2300 mètres au-dessus du fond. Là, hein. Eh bien, on voit très clairement que la tendance, on le voit, on le mesure. L'eau profonde, donc à 2300 mètres, elle se réchauffe aussi, et de 7 millièmes par an. En surface, c'est 4 centièmes de degré par an, c'est quand même pas rien. La salinité aussi, elle augmente, mais on a cette chance en fait que la salinité et la température ayant des effets opposés sur la densité, pour l'instant, le moteur qui fait tourner ce système de circulation thermohaline, les simulations climatiques montrent qu'il serait peut-être un peu ralenti, mais en aucun cas il serait arrêté. Jusqu'à présent. Suivant. Donc, en conclusion de cette partie sur la physique, en fait, vous avez vu qu'il y a des échanges très importants à la fois entre l'atmosphère et la mer, à la fois aussi entre la surface et le fond, au niveau de la mer. Donc, en fait, il n'y a vraiment aucune frontière à tout ce qui serait pollution, etc. Donc, c'est vraiment un bien commun, la Mare Nostrum, quoi, hein. Et puis aussi, après ça c'est notre job, mais la prévisibilité qu'on peut avoir dans un domaine pareil, elle n'a rien à voir avec celle des météorologues. Et on n'a pas les mêmes moyens non plus, hein. Next. Donc moi, je suis venue en fait pour faire un peu mon shopping. Je suis donc aussi au conseil scientifique du parc national de Port-Cros. Et donc on a un rôle à jouer en fait dans le suivi des écosystèmes, le suivi des populations et voir comment ça va évoluer. Et donc là, en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est maintenant, avec ces nouvelles technologies, essayer d'améliorer notre connaissance
et notre compréhension des systèmes. Et en fait, l'homme en plongée, il est irremplaçable, mais il est devenu plus suffisant. Et donc là, c'est un peu ce que je cherche à faire, c'est discuter et trouver quel type de technique et quels engins on pourrait utiliser pour mettre en œuvre et améliorer nos connaissances. Voilà. Donc, j'ai bien mis solution technologique autonome parce que pour l'instant, je ne veux pas froisser aucun des collègues potentiels. Merci bien.